Allez, mes chers collègues, si vous voulez bien rejoindre vos places, il est l'heure. Nous avons quelques absents ce soir. Madame Rothkopf qui sera en retard, mais qui est en attendant de donner pouvoir à Clotilde Robin. Catherine Dufossé, qui est cas contact et qui a donné pouvoir à Corinne Troncy. Marie-Laure Dana Burnichon, qui est en arrêt maladie et qui a donné pouvoir à Fabien Lambert. Virginie Bernier, qui est positive Covid, ainsi que toute sa famille, a donné pouvoir à Hélène Lapalu. Et Vanessa Barban, qui est malade également, a donné pouvoir à Lucien Murzi. Toutes les autres personnes du Conseil sont là. Nous avons donc le quorum pour pouvoir commencer. Je propose que M. Banchet soit notre secrétaire de séance. À l'ordre du jour ce soir, donc 22 rapports, 22 sujets. Le premier d'entre eux va concerner l'exercice des pouvoirs délégués du maire, avec assez peu de décisions qui ont été prises, 9 je crois, même pas 8 je crois, 10, je n'avais pas tourné la page, dans le domaine de l'éducation, de propriété communale, de commande publique, d'assurance, d'urbanisme, d'habitat et d'environnement. Au niveau de marché public, nous avons des informations à vous communiquer concernant le lancement de marché public. Je vais donc demander à M. Grange de bien vouloir nous faire ces informations. Alors, j'ai l'impression que vos micros n'ont pas été mis en fonctionnement. Il faut d'abord appuyer dessus pour les mettre en fonctionnement et après, quand vous prendrez la parole, vous réappuierez. C'est bon. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Ce soir, nous annonçons le lancement de 3 marchés. Un marché de fourniture, accord cadre à bon de commande qui est renouvelé. On est sur la période de renouvellement de 2021 à 2025 pour la composition en fleurs naturelles pour le service funéraire public de la ville de Roanne, pour les dessus de cercueil donc, et les bouquets boules. On lance également un marché de prestations intellectuelles concernant la maîtrise d'œuvre pour la phase 2 de l'aménagement des abords du port de Roanne. L'équipe de maîtrise d'œuvre devra notamment concevoir l'aménagement de l'esplanade des Mariniers et la liaison avec la place Aristide-Briand et le square des Martyrs, y compris la requalification du quai de Lille et du quai du commandant L'Herminier. Elle devra également prévoir la création d'une ou plusieurs larges passerelles piétonnes entre le square des Martyrs et la place Aristide-Briand, la création d'un itinéraire cyclable en desserte de centre-ville au niveau du quai commandant L'Herminier, et le traitement des eaux de voirie, quai de Lille, André Devaux, jonction avec l'avenue de Lyon et le rond-point d'Orient. Et enfin, nous lançons une prestation intellectuelle, un marché de prestations intellectuelles pour l'équipement éducatif et intergénérationnel du site République Gambetta. Donc le projet ayant pour but de répondre aux défis d'une attractivité renouvelée au cœur du centre-ville avec la réalisation d'un équipement éducatif intergénérationnel, de l'habitat, de l'espace public de type agora urbaine et un parc urbain paysager. Je vous remercie. Comme vous le voyez, donc, outre des fournitures pour le service funéraire, nous avons donc lancé les procédures pour pouvoir avancer sur 2 grands projets donc, de la mandature. Celui donc, de la phase 2 des bords de Loire avec le port de Roanne et donc la cité éducative intergénérationnelle Gambetta République. Pour votre information, en ce qui concerne les bords de Loire, nous devrions attribuer le marché à la maîtrise d'œuvre au mois de juin. Et quant au projet Gambetta, nous devrions attribuer au mois de juillet. Avez-vous des questions là-dessus? Je vous remercie. Nous passons aux finances. Monsieur Pion va nous parler de modification des impôts locaux, mais sans aucune conséquence pour le contribuable rouennais. Oui, monsieur le maire, le taux d'imposition pour 2021 a été approuvé lors du conseil municipal du 17-12-2020. Suite au nouveau schéma de financement des collectivités locales, il est prévu la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, avec aussi une nouvelle délibération s'impose. Concernant la taxe d'habitation sur les résidences principales, seuls 20% des ménages continuent à la payer. Pour ces derniers, le taux appliqué en 2021 sera le même que celui de 2019. En 2023, cette taxe disparaîtra complètement. Pour ce qui est de la taxe d'habitation des résidences secondaires,
également, c'est le même taux qu'en 2019 et elle est perçue par la ville. Concernant la taxe foncière sur le bâti, du fait d'un manque à gagner par la suppression de la taxe d'habitation, l'État a décidé d'octroyer la part départementale de la taxe foncière aux communes, qui se rajoute donc à la part communale. C'est ainsi que la part communale, qui est de 23,37%, se voit rajouter donc la part départementale de 15,30%, ce qui correspond à un total de 38,67%. Voilà. Que les Rouennais se rassurent, leur avis d'imposition de la taxe foncière restera absolument identique d'une année sur l'autre. C'est juste un glissement de charge. Pour le non-bâti, pas de modification à prendre en compte d'une année sur l'autre. Il est donc demandé au conseil municipal de, premièrement, retirer la délibération numéro 8 du 17 décembre 2020 et deuxièmement, d'examiner et d'approuver cette présente délibération. Merci. Oui, donc tout cela fait suite donc, à la suppression de la taxe d'habitation qui était un projet porté par le président de la République. Le département va voir la part de la taxe foncier bâti disparaître à son profit et au nôtre, et sera compensé, lui, par d'autres moyens de financement de la part de l'État. Donc notre taux communal va donc passer effectivement de 23,37 à 38,67, mais sans conséquence, puisque chaque contribuable ne paiera pas un centime de plus. La part qu'il versait au département reviendra à la commune, et ainsi donc cette manipulation sera neutre. Et je rappelle que c'est une obligation qui nous est imposée par l'État. Avez-vous des questions particulières, Madame Riamont? Oui, Monsieur le maire, je n'ai pas de questions particulières. C'est une mesure technique et qui nous est imposée. C'est juste pour dire ici, et j'imagine que nous serons nombreux à être d'accord avec mon point de vue, que la perte de l'autonomie fiscale pour les collectivités me paraît rompre le lien et l'attachement dans le consentement à l'impôt local entre les habitants et leurs communes. Alors après, la taxe d'habitation était très imparfaite. On en a souvent parlé. Il y avait certainement une réforme à envisager de ce côté-là, mais on voit bien qu'avec ce genre de manipulation, c'était votre terme, je ne suis pas sûre que c'était ce que souhaitait au demeurant le législateur, mais simplement on voit bien qu'avec ce genre de mesures techniques, eh bien, l'impôt, du coup, ne veut plus rien dire ou plus grand-chose. Et c'est fort dommage, de mon point de vue, sur le plan démocratique, tout simplement. Donc évidemment, on votera cette mesure, elle s'impose à nous, mais c'était quand même l'occasion de dire que ce lien rompu pose problème dans la manière aussi de participer à la vie locale, d'exprimer une solidarité et peut-être aussi de mesurer et juger ce qu'ont font les élus majoritaires qui décident du montant de l'impôt encore pour quelque temps. Je partage une grande partie de votre remarque. J'ajouterais simplement que ça aura peut-être pour le contribuable à terme une vertu, c'est celle de la clarté, c'est-à-dire qu'ils sauront que l'impôt local, il va à la ville, à l'intercommunalité, mais c'est vrai que quand on avait la ville, l'intercommunalité, le département, autrefois la région, c'était un petit peu cafouillis pour tout le monde. Mais maintenant, là où je vous rejoins, c'est que c'est la limite, donc l'autonomie fiscale des collectivités, et surtout d'ailleurs celle du département, qui va devoir donc perdre cette recette et devoir être compensé par l'État par des moyens sur lesquels il n'aura pas forcément la main. Y a-t-il d'autres questions? Je vous remercie. Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Pardon. Nous allons parler maintenant d'exonération de loyers et charges pour les associations locataires de la ville de Roanne. Et je vais demander à M. Rivolier de nous faire ce rapport. Oui, merci Monsieur le maire. Pour rappel, chaque année, la ville de Roanne accompagne soit financièrement, soit par un avantage en nature, près de 400 associations. Cela représente annuellement un soutien de près de 2,5 millions de la municipalité à destination des associations rouennaises afin que ces dernières puissent conduire leur activité associative à destination du plus grand nombre pour faire rayonner le territoire et créer du lien social.
Comme vous le savez, depuis près d'un an, la crise Covid qui touche notre pays a aussi entraîné des difficultés financières pour certaines associations qui ont des frais notamment de loyer et charges. Ainsi, dans la continuité de ce qui a été fait pour le commerce, il y a quelques semaines, la ville de Roanne propose d'exonérer les associations locataires de la ville de Roanne de leur loyer ou charges pour le mois de mars et avril 2021. Les associations locataires dont les loyers ou les charges sont trimestriels ou annuels se verront également annuler l'équivalent de 2 mois de loyer et ou charges. Les locataires concernés sont les 10 associations indiquées dans cette délibération. Il vous est donc demandé de bien vouloir examiner et approuver l'annulation des loyers des mois de mars-avril 2021 pour les associations locataires de la ville de Roanne dans les conditions subventionnées. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Dumoulin. Oui, bonsoir à tous. Monsieur le maire, quelques remarques. Évidemment, on ne peut que s'intéresser à la question associative en ce moment difficile. Alors, nous avons appris à la fin du mois de février, si je ne me trompe pas, que votre équipe organise des nouveaux rendez-vous pour échanger avec le monde associatif. Apparemment, ces rendez-vous s'appellent la pause café asso, si je ne me trompe pas. Alors, ces rendez-vous sont présentés comme des rencontres avec des représentants du monde associatif pour apparemment, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, pour apparemment élaborer le retour à la vie normale des associations qui, nous le savons tous, souffrent aujourd'hui de la crise sanitaire et de crise aussi financière à venir. Alors la presse, je me permets de citer la presse a annoncé le 25 février que ce premier rendez-vous, je cite, que ce premier rendez-vous en appellera d'autres puisque ces temps d'échange seront programmés une fois par mois dans une association différente à chaque fois. Alors pourriez-vous, monsieur le maire, nous apporter peut-être quelques précisions sur ces rendez-vous en termes d'abord de chiffres? Combien d'associations comptez-vous toucher par ces rendez-vous? Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés dans ce travail-là? Alors évidemment, en termes d'organisation, nous trouvons, si vous nous le permettez, nous trouvons un petit peu surprenant de voir que vous organisez des réunions du monde associatif en présentiel alors que les membres des associations ne peuvent pas se réunir actuellement dans des locaux municipaux. Alors, concernant plus directement le sujet de cette délibération, nous avons là aussi quelques questions. Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur les modalités de la demande des exonérations des associations? Alors, si nous avons bien compris, toutes les associations locataires de la ville sont concernées par l'exonération. Évidemment, la question qui se pose, c'est comment a été calculé ces 2 mois de loyer, combien d'associations vont être concernées, pour quel montant au final? Excusez-moi, j'ai des questions comme ça. Qui sont citées dans cette délibération se réunissent actuellement, principalement, je dirais, celles qui ne reçoivent pas de public. Je pense, c'est un exemple, je pense au Bridge Club rouennais. Écoutez, merci de nous apporter un petit peu plus de précision parce que nous avons, on peut le dire, un sentiment de flou autour de la gestion du monde associatif dans cette période de crise qui, malheureusement, je pense que nous le savons tous, va encore durer. Merci. Alors, je vais commencer par la fin, Madame Dumoulin, même si ça ne justifie pas les moyens. Pour vous dire que nous mettons en place une exonération avec un parallélisme des formes concernant les associations par rapport à ce que nous avions fait vis-à-vis des commerces et des entreprises locataires de locaux municipaux. Toutes les associations logées par la ville ne payent pas un loyer. Toutes les associations ne payent pas les charges. Mais pour celles qui payent un loyer, pour celles qui payent les charges, vous en avez la liste donc, dans la délibération. Elles sont assez peu nombreuses, mais elles sont une douzaine. Elles peuvent effectivement demander, si elles le souhaitent. Si elles ne le souhaitent pas, ce n'est pas systématique, comme nous l'avons fait avec les entreprises et les commerces, demander l'exonération de 2 mois. Nous ne pouvons pas le faire de façon rétroactive, c'est la raison pour laquelle ça sera mars et avril. Et donc, aujourd'hui, si nous prenons cette décision, à partir de demain, eh bien, elles pourront demander l'exonération sur mars et avril. À ce jour, seulement donc 2 associations ont demandé donc l'exonération. Il s'agit de 314 et du Bridge. Donc, nous sommes sur un montant, pour l'instant, qui est de 2 800 €.
et qui serait potentiellement, si toutes les associations le demandaient, de 6 789,66 €, loyers et charges comprises. Voici en ce qui concerne cette délibération. Sur le nouveau rendez-vous qu'a instauré l'adjointe en charge de la vie associative, il s'agit surtout, puisque vous nous avez donné des informations, en tout cas que vous croyez telles, en disant le monde associatif souffre de la crise Covid. On peut le comprendre. Certaines souffrent effectivement, d'autres moins, mais il était important que nous puissions justement rencontrer par petits groupes, tout en respectant la distanciation, les gestes donc barrières, et en étant que maximum 6 ou 7 personnes dans une salle qui permet de se réunir, et dans les locaux d'une association qui a suffisamment de place pour accueillir cela, une rencontre donc mensuelle. Donc, l'adjointe a commencé par quelques associations, et puis il y aura donc ainsi d'autres séances de la même nature. J'espère que vous ne considérez pas que la municipalité qui rencontre les associations sort de son rôle. C'est au contraire son rôle que d'entretenir une relation, je dirais, particulière et favorable avec l'ensemble des associations dont elle a la charge et dont elle s'occupe, pas toujours, puisque certaines ne demandent rien, mais c'est l'occasion quand même de faire le point. Donc voilà, donc rassurez-vous, tout était sous contrôle sanitaire, et donc les associations sont ravies de ces échanges, en tout cas les premières qui ont bénéficié donc, de ces cafés qui ont été pris. Dois-je compléter ma réponse ou êtes-vous satisfaite donc, de celle-ci? Dans ce cas-là, si vous estimez être satisfaite, nous allons pouvoir procéder au vote sur la délibération d'exonération des loyers, sauf s'il y avait une autre demande de parole. Je vous remercie. Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est parfait. Nous passons au sujet de cadre de vie. Je vais demander à M. Lambert de nous parler du projet donc, du secteur Gambetta République Noireau. Vous savez que nous avons mis en place une ZAC. Et donc, cette ZAC va faire l'objet d'une concession d'aménagement. Pour cela, nous avons décidé le principe d'une commission lors du dernier conseil municipal. Maintenant, nous devons élire les membres et désigner une personne habilitée en plus. Donc, Monsieur Lambert, nous vous écoutons. C'est bon? Oui, monsieur le maire, donc je poursuis votre propos. Effectivement, cette commission que nous avons évoquée le mois dernier doit être composée, outre de votre personne en tant que président de droit, de 3 titulaires membres du conseil municipal ainsi que de 3 suppléants également membres du conseil. Nous avions jusqu'au 1er mars dernier pour déposer les listes. Il y a eu exactement 2 listes qui ont été déposées. La première du groupe Roanne Passionnément, mentionnant 3 titulaires, Madame Robin, Madame Dufossé, Monsieur Murzi, et 3 suppléants, Madame Promalé, Monsieur Lassaigne, Monsieur Rivolier, et une liste du groupe Gauche pour Roanne avec titulaire Monsieur Denis Vanek. De fait, nous devons donc procéder à l'élection des membres de la commission concession d'aménagement par le vote à la représentation proportionnelle et la plus forte moyenne. Nous devons également désigner la personne habilitée à engager les discussions avec les soumissionnaires à signer la convention de concession. Et enfin, nous autoriserons Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à l'exécution de la présente délibération. Bien, donc nous avons bien reçu donc, la candidature de M. Vanek, la candidature de groupe à gauche pour Roanne. Avant de faire procéder au vote, nous avons 2 solutions. Soit nous votons tous à main levée, pour cela il faut l'unanimité du Conseil, soit nous procédons à un vote à bulletin secret, donc avec un système d'urne et donc des bulletins qui seront mis à votre disposition. Quelqu'un souhaite-t-il qu'il y ait un vote à bulletin secret? Je considère que nous pouvons donc voter à main levée. Que celles et ceux qui souhaitent voter pour la liste groupe Roanne Passionnément lèvent la main. Merci. Pour la liste à gauche pour Roanne. 1, 2. Donc nous sommes sur 6 voix. Monsieur Condette, merci de nous faire les calculs. Quel est le résultat sorti des urnes? La fumée est-elle blanche? La fumée est blanche et nous donne comme élus titulaire Madame Robin, Madame Dufossé, Monsieur Murzi, comme suppléant Madame Promalé, Monsieur Lassaigne et Monsieur Rivolier.
Voilà en ce qui concerne donc les membres qui siégeront. En ce qui concerne la personne habilitée à engager les discussions avec les soumissionnaires et à signer la convention, eh bien, ce sera donc un arrêté. Non, c'est une désignation du Conseil. Et je propose que ce soit moi-même donc qui puisse engager les discussions avec les soumissionnaires. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci, Monsieur Lambert. Nous passons au quartier Clermont, secteur Fontval, avec des acquisitions, 2 appartements, situés donc 4 rue de Clermont, à Monsieur et Madame Kérim Kara. Monsieur Murzi. Oui, Monsieur le maire, vous avez presque tout dit. Donc, ce soir, nous vous présentons plusieurs délibérations en lien avec notre opération de renouvellement urbain sur le quartier Clermont, qui s'intègre dans le programme Action Cœur de Ville. Donc, voici la première. Il s'agit d'une acquisition d'un bien d'une superficie de 215 mètres carrés à Monsieur et Madame Kérin Kara, propriétaires aux 4 rue de Clermont. Ce tènement en copropriété porte sur 2 appartements de 67 et 30 mètres carrés. Une promesse de vente a été signée au prix du marché pour un montant de 82 500 €. Il vous est donc demandé de bien vouloir examiner et approuver l'acquisition de ces 2 appartements pour le montant que je vous ai cité. Merci. Y a-t-il des questions? Je soumets à votre approbation. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Dorange, on est toujours sur le quartier Clermont, toujours dans le secteur Fontval. Il s'agit toujours d'acquérir un appartement, et cette fois-ci situé 2 quai du Renaison à Monsieur Groussel. Oui, Monsieur le maire, effectivement, comme dans la continuité de la délibération précédente, la ville de Roanne a engagé une opération de renouvellement sur le quartier Fontval-Clermont. Le programme est intégré au programme national Action Cœur de Ville. Et lorsque les opportunités d'achat se font jour dans le secteur, la ville de Roanne examine la possibilité d'engager ces acquisitions. Ainsi, M. Grouzel a fait partie de son souhait de vendre son bien situé 2 quai du Renaison. En l'occurrence, il s'agit d'un appartement de 66 mètres carrés avec cave. Et une promesse de vente a été signée pour un montant de 66 000 € correspondant au prix du marché. Il est donc demandé de bien vouloir examiner et approuver l'acquisition de l'appartement situé 2 quai du Renaison à M. Grouzel au prix de 66 000 €. Merci. Avez-vous des questions? Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Madame Brun, on est encore sur le quartier Clermont, toujours sur le secteur Fontval. Cette fois-ci, il s'agit de l'acquisition d'un tènement immobilier, 8 rue de Clermont à la SCI City. Oui, Monsieur le maire. Comme la précédente délibération qui vient de vous être présentée par mon collègue, dans le cadre de l'aménagement du quartier Clermont-Fontval, la SCI City a fait part de son souhait de céder le bien dont elle est propriétaire aux 8 rue de Clermont. Ce tènement est d'une superficie de 283 mètres carrés dans un immeuble en copropriété et l'objet de cette acquisition concerne 4 appartements au 2e et 3e étage, avec cave et débarras pour un montant de 250 000 € conformément à l'avis des domaines. Il vous est donc demandé de bien vouloir examiner et approuver l'acquisition du tènement immobilier du 8 rue de Clermont à la SCI City au prix de 250 000 €. Merci. Des questions? Même vote? Merci. Nous allons passer à un autre rapport concernant le secteur Mulsan et sa requalification. Vous savez que nous sommes dans le cadre d'une convention opérationnelle avec EPORA et que nous devons autoriser d'acquérir donc des lots qui sont situés à impasse Falconet. Monsieur Sergenton. Oui, monsieur le maire. Les opérations d'acquisition foncière se poursuivent dans l'impasse Falconet au gré des opportunités en vue de démolir, élargir la voie et assurer le renouvellement urbain. Est-ce que je peux juste vous demander, Guy, de parler un petit peu plus près du micro pour qu'on soit sûr de bien tout capter? Ah, vous croyez? Non? Non? J'ai appuyé. Là, ça fonctionne, il faut juste parler bien près du micro. Très bien, merci, monsieur le maire. Donc, à ce jour, EPORA a trouvé un accord pour l'acquisition des lots numéros 3, 4 et 7 de la copropriété du 18 impasse Falconet, au prix de 59 000 €, propriété de monsieur et madame Luis Dacosta. Conformément à la convention opérationnelle, EPORA sollicite l'accord de la ville de Roanne sur cette acquisition et son engagement de rachat en fin d'opération.
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser EPORA à acquérir les lots 3, 4 et 7, situés 18 impasse Falconet, au prix de 59 000 €, confirmer l'engagement de rachat et dire que la recette sera inscrite au budget de l'exercice concerné. Merci. Avez-vous des questions? Même vote. Nous passons donc à la rue du Moulin-Paillasson. Nous devons céder des terrains aux 5, 7 et 9 rue Jean Mermoz et 16B rue du Moulin-Paillasson à Rouennais Agglomération. Et nous verrons aussi donc à reverser la part communale de la taxe d'aménagement à Rouennais Agglomération. Madame Fadloun. C'est bon? Oui. Alors, la ville de Roanne est propriétaire, donc, comme l'a dit monsieur le maire, de terrains situés 5-7 rue Jean Mermoz. Cela comprend les parcelles qui sont énumérées donc, sur la délibération pour une superficie cadastrale estimée à 14 320 mètres carrés. Le cadastre, il mentionne la présence de l'impasse Moulin-Paillasson. Toutefois, cet espace est sans numéro de cadastre, mais il est bel et bien du domaine privé de la ville. Ces parcelles ont été acquises en 2007 par la ville de Roanne, à la suite de conventions avec EPORA. La ville de Roanne a donc été saisie de différentes sollicitations d'installation d'activités économiques sur ce secteur, nécessitant un aménagement spécifique, la création de lots à viabiliser. Toutefois, depuis la loi dite NOTRe, promulguée le 7 août 2015, les communes n'ont plus de compétences en matière de gestion des zones d'activité. Le site doit donc être cédé à Roanne Agglomération, qui est devenue compétente. Pendant sa gestion, la ville de Roanne a dû engager une dépense à hauteur de 1 278 595 €. Après accord entre les deux collectivités, la ville de Roanne cède donc le site à Roanne Agglomération pour la même somme, pour la somme donc de 1 278 595 €. Ensuite, si cette opération avait été menée dès le départ donc par Roanne Agglomération, les coûts inhérents de rachat après même l'intervention de EPORA auraient été similaires. Un accord a donc été trouvé afin que la ville de Roanne cède à prix coûtant forfaitaire donc au même prix. Ainsi, la TVA pourra donc être appliquée sur la totalité ou en partie après vérification du régime fiscal applicable. Le conseil municipal, par la délibération numéro 9 en date du 8 octobre 2015 et conformément à l'article L 331-2 du Code de l'urbanisme, a validé le principe de reversement de la part communale et la taxe d'aménagement à la communauté d'agglomération compte tenu de la charge des équipements publics relevant de sa compétence. Le site donc Mermoz s'inscrit bien dans cette logique. Il est également proposé de prévoir le reversement de la part communale de la taxe d'aménagement qui sera perçue dans le cadre des futures constructions de ces tènements. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir examiner et approuver la cession à Roanne Agglomération de ces parcelles. Passer outre l'avis de France Domaine, dire que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte et à intervenir et toute pièce nécessaire à la finalisation de cette opération, dire que cette recette en résultant sera inscrite au budget de l'exercice concerné, autoriser la ville de Roanne à reverser à Roanne Agglomération la part communale de la taxe d'aménagement sur le site objet des présentes, et enfin autoriser monsieur le maire à signer avec Roanne Agglomération toute éventuelle convention afférente à la reversion de la taxe d'aménagement à Roanne Agglomération. Merci. Oui, Madame Chevillard. Il faut d'abord appuyer longtemps jusqu'à ce que ça clignote. Après, on lâche, on attend 3 secondes et voilà. Et voilà, ça y est, ça fonctionne, on y arrive. Oui, simplement une question. Vous dites que le prix n'est pas conforme à l'avis des domaines. Est-ce qu'on peut avoir l'estimation des domaines qui a été réalisée sur ces terrains? Alors, c'est une bonne remarque. L'estimation des domaines a été faite en valeur aujourd'hui de terrain nu. Alors que, comme cela vous a été dit dans le projet de délibération, il a fallu acquérir. D'abord, c'est EPORA qui avait acquis, qui avait démoli, dépollué et qui a revendu avec une minoration le prix d'1 200 000 et des poussières. Et c'est la raison pour laquelle il n'était pas question que la ville de Roanne
bien qu'ayant perdu la compétence en matière de développement économique, perdent en plus de l'argent sur cette affaire, d'où l'accord avec Roanne Agglomération. Après, si Roanne Agglomération, ce qui est prévu, vend les terrains plus chers, tant mieux. Mais aujourd'hui, la vie des domaines, il est sur un terrain nu, sans tenir compte donc des acquisitions, et ce prix estimé par les domaines est de 573 000 € seulement. Avez-vous d'autres questions? Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Lassaigne, on va parler de délégation de service public relative aux services de production et de distribution du réseau de chaleur, dit RN7. Nous devons passer à un troisième avenant avec Roanne Énergie. Tout à fait, monsieur le maire. Alors, je mets juste en garde nos collègues, c'est un peu technique. Mais il va essayer de vous vulgariser ça le plus possible. Voilà. Donc, comme vous le savez tous, la ville de Roanne a confié en 2016, par délégation de service public, la gestion du réseau de chaleur dit RN7 à la société Dalkia, qui a implanté une antenne sur Roanne, dit Roanne Énergie, qui s'est substituée d'elle-même à Dalkia. Depuis, le contrat a fait l'objet de modifications et de 2 avenants. L'avenant 1 en février 2018, l'avenant 2 en mars 2019. La ville et son délégataire ont souhaité faire le point à l'issue des 5 années d'exploitation et solder toutes les phases des travaux et de premier établissement du contrat, et donc de rédiger l'avenant 3. En effet, pour tenir compte de la réalité des investissements réalisés, des montants des subventions obtenues, l'avenant permet d'aménager en particulier la mixité d'énergie renouvelable à partir de la biomasse et de modifier les obligations contractuelles liées à la subvention TEPCV, alors territoire à énergie positive pour la croissance verte, sans modification du tarif R2. Donc je m'arrête un petit peu ici pour vous informer et que vous ayez tous les éléments à la bonne compréhension des tarifs R1 et R2. Donc une facture d'usager est composée de 2 tarifs, le tarif R1 pour la part du tarif total représentant la consommation, et 2 pour la part du tarif total représentant l'abonnement. Le R2 est décliné en 5 sous-critères, le R2.1, R2.2, R2.3, R2.4, R2.5, qui correspondent au R2.1 pour les charges pour assurer la production, R2.2 charges pour assurer le petit entretien, R2.3 charges pour assurer le gros entretien et la création, R2.4 charges pour assurer le financement, R2.5 les déductions des subventions. De ce fait, l'avenant 3 a donc pour objet de fixer la mixité contractuelle et de passer de la part de l'énergie bois à 70%. Alors là aussi, en effet, au départ, la mixité était de 50% gaz, 50% bois. Comme la chaudière bois peut encore produire plus de chaleur, la mixité passe donc à 70% de bois, avec un coût moindre, puisque le bois est moins cher que le gaz, donc une substantielle économie pour les usagers. D'ajuster en conséquence le terme R1, donc la partie consommation, d'intégrer 50% de la somme perçue pour le TEPCV au solde P3. Alors, cela concerne des provisions pour gros travaux, car il y a eu des anticipations sur les quartiers Bourgogne et Fonquentin. De modifier les obligations contractuelles liées à la subvention TEPCV et d'actualiser les tarifs R1 et R2 au 1er décembre 2020. Il est donc convenu que l'avenant numéro 3 prenne effet au jour de sa notification au délégataire de la commune après transmission au contrôle de légalité. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir examiner et approuver l'avenant numéro 3 du contrat de délégation de service public à intervenir avec Roanne Énergie et autoriser monsieur le maire ou son représentant à le signer. Je ne sais pas si j'ai été très clair. En tout cas, c'est fait. Si vous avez des questions, néanmoins, Pascal y répondra avec beaucoup de bienveillance. Madame Riamon, une explication, peut-être. Non, moi, j'ai compris ce qu'a dit Pascal, mais parce que ça m'intéresse et voilà, c'est pas grave ça. Juste pour tout le monde et de manière pratique, ça change quoi exactement pour les usagers déjà d'une, et ensuite pour si ça change quelque chose, j'ai l'impression que non. Mais confirmez-moi bien.
d'une chose, enfin, pour le tarif. Voilà. Et ensuite, ça change quoi dans le contrat qu'on a avec Rouen Énergie? C'est Rouen Énergie, là, hein? Oui, Rouen Énergie. Oui, Rouen Énergie, excusez-moi, j'ai eu un doute avec les autres sociétés. C'est bien Rouen Énergie. Oui. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un doute avec il me venait le nom de la société pour la méthanisation. Voilà. Donc voilà, est-ce que vous pouvez juste nous dire en 2 mots ou en plus, si nécessaire, bien sûr. Ce que j'ai compris, c'est que c'était positif pour les locataires. Après, je ne peux pas vous dire combien pour chacun. Mais Pascal, peut-être? Alors, pour la société d'Alkia, ça change. Ils auront moins de bénéfices puisque le tarif du bois est moins élevé. Pour les usagers, ça change. D'ailleurs, je peux vous donner des chiffres. En 2018, le coût du kilowattheure sur Rouen était de 91 €. Donc, à peu près pour un foyer au Féor, c'était 790 € TTC. En 2021, le mégawattheure passe à 75 €. Donc, pour un foyer, il faut compter 650 € TTC. Et à savoir que la moyenne en France est de 73,60 €, un tout petit peu moins élevé qu'à Rouen. Et pour Engie, le fournisseur national, elle est de 85,36 €, donc supérieure au mégawattheure de la ville de Rouen. J'espère avoir répondu à Madame Riamont. Donc ça fait une petite baisse de 12% à peu près. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, c'est important et utile. Et merci à Pascal de ces précisions, parce que moi, j'avais pensé, en lisant la délib, que ça ne changeait rien. Donc je m'étais trompée. Et comme ça, on est au fait et ça va dans le bon sens. Voilà. Je peux rajouter quelque chose? Mais alors, si le prix du bois réaugmente, ça rechange? Si le prix du bois réaugmente, ça rechange? Pascal. S'il est moins cher que le gaz, ça ne changera pas grand-chose. Ça augmentera la facture des usagers, ça, obligatoirement. Voilà. Ah, mais c'est sûr que si nous étions sur un chauffage au gaz, l'augmentation subirait l'augmentation de la facture, subirait l'augmentation de la hausse du gaz. Bon. Là, on est dans un cas similaire, on est sur un prix. Là, aujourd'hui, ce n'est pas 12%, c'est 17,58% de baisse. Ouais. Maintenant, il faut effectivement prier pour que ça reste et, si possible, que ça redescende. À savoir aussi que la société d'Alkia a doublé le linéaire du réseau de chaleur en 5 ans. Voilà. Il est passé de 1,3 km à 2,6 km. Et en sachant aussi qu'avant le réseau de chaleur, on était sur des consommations qui étaient plus élevées encore pour le locataire. Donc, c'est vraiment depuis la mise en place de ce nouveau réseau de chaleur, donc une baisse très importante pour chaque locataire. Avez-vous d'autres demandes de précision? Madame Riamont? Bon, alors, j'ose plus le dire, parce que chaque fois, vous me grondez, alors... Voici, je le dis quand même. Hein. Bon. Si vous me dites merci, je ne vous gronderai pas. Mais, monsieur le maire, alors, vous me connaissez, moi, je suis d'une franchise absolue. Quand c'est bien, je vous le dis. Accessoirement, je peux dire quand même ici, si vous m'autorisez, que oui, si on a voulu le faire, ce réseau de chaleur au bois, c'était pour du mieux quand même. Voilà. Et vous l'avez fait, tant mieux. Bon. Et vous vouliez qu'on le fasse en régie, et nous, j'ai dit non, on n'a pas les moyens, les compétences, et on l'a effectivement fait en DSP, et tout compte fait, ça sert quand même tout le monde. On ne saura jamais, parce qu'on ne pouvait pas faire un morceau de... Enfin, on n'avait pas de témoin zéro pour comparer la régie avec la DSP. Mais moi, vous savez, je suis favorable quand ça marche. Je ne suis pas du genre comme ça. Quand je vois la technicité, et ne serait-ce que pour suivre le contrat... Oui, donc... Et ça, je regarde Jean-Luc Wolf qui s'arrache des cheveux régulièrement sur le sujet. Je pense que j'ai bien fait de suivre ses conseils, de ne pas aller en régie, parce que je pense qu'il n'aurait plus de cheveux aujourd'hui. Bon, je fais entièrement confiance aux compétences de Jean-Luc Wolf sur ce sujet. Juste une proposition, ou plutôt une suggestion, enfin, je ne sais pas si c'est possible. Du coup, ça, c'est un sujet qu'on a dans tous les réseaux de chaleur bois. Il reste dans les R 1 à 5, 6 là, que Pascal a décrit, il reste cet élément qu'on ne maîtrise pas, enfin il reste plusieurs éléments qu'on ne maîtrise pas, mais on vise à lisser en fait les variations dans le contrat et à les compenser en fait d'une année sur l'autre ou par la bonne exploitation et puis en exigeant une bonne qualité et de la bonne prévision de la part du prestataire.
hein. C'est le but, en fait, de ces DSP pluriannuels aussi. Reste cette incertitude du bois. C'est un peu comme le gaz aussi, hein. Le gaz, il augmente. Voilà. Donc, n'y a-t-il pas intérêt aussi à réfléchir à une mutualisation? Et vous vous rappelez, monsieur le maire, qu'on en avait parlé avec le ciel, parce qu'on en a parlé aussi publiquement ici au conseil municipal comme au conseil communautaire, d'imaginer un système mutualisé d'achat du bois en masse avec plusieurs collectivités qui nous permettrait à la fois d'avoir un prix défiant toute concurrence à cause de l'achat de masse et en même temps avec un achat à tempérament sur une plus longue durée, ce qui permettrait d'améliorer encore les performances économiques de ce système, pour lequel, si c'est en DSP, ben, c'est en DSP, et puis si c'était en régie, de toute façon, on aurait le même problème. Donc, voilà, je ne vous demande pas la réponse aujourd'hui, mais je me dis qu'au fur et à mesure, on réduit la variabilité ou la variation des différents éléments qui constituent le prix d'exploitation de ce réseau. Ça se fait par la technicité, par la performance et par l'exigence. Reste à maîtriser mieux, peut-être, le prix d'achat du combustible. Moi, je suis fermé à rien, sauf que dans le cas de figure, ce n'est pas nous qui achetons, c'est le délégataire. Et je pense que la puissance de feu du délégataire est même largement supérieure à ce que pourrait être la nôtre avec le ciel. Parce que le délégataire, il est national. Et quand il passe des contrats qui, à mon avis, sont quand même pas mauvais. Son intérêt, comme le nôtre, c'est d'acheter le moins cher possible le bois, le combustible. Ce n'est pas de le payer plus cher. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Pascal, après, il perd sa marge. Il perd une partie de sa marge. Pascal. Alors, aussi pour préciser, si le bois, je vais dire une grossonerie augmentée de 20%, le délégataire est tenu par des formules de révision qu'il ne peut pas dépasser, donc ça serait lui qui serait perdant et non les usagers de la commune. Voilà. Bien, en tout cas, ces sujets-là, on va en parler pendant encore longtemps, puisqu'on aura d'autres sujets, et j'espère que nous pourrons développer d'autres réseaux de chaleur. Je soumets donc cet avenant à votre approbation. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous allons passer la parole à donc Romain Bosse, cette fois-ci, pour une convention d'occupation avec l'Office national des forêts et Sim Aventure pour l'exploitation du parc de loisirs de Bécaja. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, ça n'a pas changé depuis le dernier conseil municipal. La ville de Roanne est propriétaire d'un massif forestier, Bécaja, situé à Saint-Bonnet-d'Écart, dont la superficie est de 99 hectares, contrairement à ce qui est marqué dans la délibération. Et la gestion de cette forêt est confiée à l'Office national des forêts. Depuis 2005, on a une activité de loisirs présente sur le massif de Bécaja, une activité importante, qui est un parc acrobranche, qui est géré par M. Bruno Père via la SARL Sim Aventure. C'est une activité touristique importante puisque c'est environ 6 000 visiteurs chaque année sur une saison qui s'étale du 1er avril au 30 septembre. Et c'est une activité qui emploie 7 salariés. M. Bruno Père cherche depuis quelques années déjà un repreneur pour cette activité-là. Et c'était compliqué de trouver. Et au final, c'est sa fille qui va prendre le relais. Donc il confie l'activité à sa fille, Pauline Père. Et donc il vous est demandé, à travers cette convention et à travers cette délibération, de valider une nouvelle convention tripartite entre l'ONF, la SARL Sim Aventure et la ville de Roanne. La durée de la convention, la nouvelle convention sera de 10 ans, donc soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2031. Et nous aurons une redevance fixe, donc versée par la SARL à la ville de Roanne, de 1 200 € annuels. Donc vous vous demandez de bien vouloir examiner et approuver la convention tripartite autorisant la SARL Sim Aventure à utiliser une partie de la forêt, soit 2 hectares 71 arts appartenant à la ville de Roanne sur le site de Bécaja à Saint-Bonnet-d'Écart, aux fins d'exploiter un parc de loisirs avec l'activité principale d'acrobranche. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer et dire que la recette en résultant sera encaissée sur le budget de chaque exercice concerné. Merci. Des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Monsieur Passot, après la forêt, on va parler sanglier, une convention avec la Fédération départementale des chasseurs.
Voilà. Comme vous le savez tous, depuis de nombreuses années, nous assistons à une recrudescence du nombre de sangliers sur la région, et notamment sur le Rouennais. Et donc pour cela, fin 2019, une battue administrative avait été organisée sur le secteur de Roanne, Vougy et Perreux, ce qui avait permis d'éloigner les animaux pour environ 6 mois. Donc une telle battue requiert une organisation très pointue et donc très contraignante. Cela n'a donc pas suffi car les sangliers se plaisent vraiment très bien chez nous. Le slogan « Le goût de bien vivre » semble aussi leur convenir. Pour chaque dégât constaté sur les zones agricoles, la Fédération départementale des chasseurs de la Loire dédommage les agriculteurs concernés. Je vous rappelle qu'en 2020, pour Roanne, il y a eu un montant de 2 643 €, pour Mably 5 133 € et pour Perreux 3 650 €. La non-chasse de sangliers sur cette zone permet aux animaux de s'y réfugier. Des incursions ont été signalées par l'association des jardins ouvriers de Mattel, mais aussi par l'école Jean Rostand, dans le bois de Mattel, mais aussi près du gymnase et du stade du Parc des Sports. Pour diminuer donc ces dégâts, il est proposé la signature d'une convention entre la ville de Roanne et la Fédération départementale des chasseurs de la Loire pour du décantonnement des sangliers sur cette zone, mais aussi sur celle de la forêt communale de Bécaja, où il a été constaté le même phénomène. Ces deux conventions précisent les conditions de ce décantonnement ainsi que les numéros de parcelles. Il est donc prévu pour cela aucun tir sur ces sites, pas les mercredis, ni les week-ends, ni durant les vacances scolaires. Et aussi obligation pour la Fédération départementale des chasseurs de la Loire de prévenir au moins 15 jours avant pour toute battue. La validité de cette convention donc, sera pour 2021 jusqu'au 31 décembre et elle sera reconduite pour une année avec 4 renouvellements maximum. Il est donc demandé au conseil municipal d'examiner et d'approuver ces conventions et d'autoriser le maire à les signer. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Besson. Et bonsoir tout le monde. Alors pas forcément une question, mais plus une explication de vote. On souhaite s'abstenir sur cette délibération parce qu'on est indécis sur le principe du décantonnement. Pour vous expliquer un peu notre réflexion, et puis peut-être qu'elle pourra servir dans les années futures peut-être pour peut-être faire évoluer nos pratiques. D'un côté, on a bien conscience de tout ce qui est écrit dans la délibération, c'est-à-dire les enjeux liés aux questions agricoles, de dégâts qui peuvent se poser et de remboursement que ça peut induire. Et d'un autre côté, il y a les enjeux, on en a déjà parlé un peu en conseil communautaire, il y a vraiment ces enjeux qui se posent par rapport à notre tolérance vis-à-vis des autres espèces et de la biodiversité qui nous entoure, à savoir du coup où sont les espaces de repli et de paix que peuvent trouver l'ensemble de la vie sauvage d'une manière générale. Et donc dans cette balance entre l'espace qu'on leur laisse, l'espace dans lequel malgré tout on va aller les déranger, alors eux les sangliers mais aussi les autres espèces qui sont là du même coup, puisqu'il n'y aura pas de distinction quand il y aura la battue dedans et on va faire peur un peu à tout le monde pour le dire simplement. Ça nous pose des questions de tolérance qu'on a vis-à-vis du sauvage d'une manière générale et dans notre groupe on reste partagé et puis on dit que c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on regarde au cas par cas avec des éléments extrêmement précis sur les dégâts localisés, sur les ouvertures, si ça doit se faire, dans quelles conditions, etc. Alors, il y a des associations de protection de la nature qui sont favorables au décontentement vraiment dans certaines conditions. Il y a d'autres associations de protection de la nature qui sont catégoriquement défavorables avec le positionnement de dire mais laissons des endroits où on laisse les animaux un peu tranquilles et soyons plus tolérants et assumons que leur présence peut avoir certaines conséquences, coûts autour. Voilà, donc... pas de position de principe définitive sur ce sujet-là, mais en l'état actuel et vis-à-vis des éléments qui sont là, nous, on s'abstiendra simplement. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Besson. Oui, il faut bien effectivement que chaque espèce puisse avoir un lieu de vie paisible.
Ceci étant, je voudrais juste faire observer que toutes les zones agricoles ne sont pas des zones de chasse. Et là, nous portons une convention sur une partie spécifique de la forêt et pas sur sa totalité. Donc on laisse quand même, heureusement, bien des espaces pour permettre à ces espèces d'être tranquilles. Mais par contre, il est clair qu'à l'approche de certains endroits, habitations, lieux d'exploitation, eh bien, il y a quand même une nécessité de pouvoir éviter une progression de la présence de ces espèces parce qu'elles génèrent effectivement des dégâts et des craintes qui sont justifiées. Merci pour votre intervention. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je soumets à votre approbation. Des votes contre? Des abstentions? 3. Merci. Nous passons maintenant avec Mme Lougrayeb à une demande d'enregistrement de la société Maison Haute dans le cadre d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Nous devons rendre un avis. Oui, monsieur. Pardon, mais le micro a une défaillance. Merci d'en prêter un autre. C'était celui de midi qui ne devait pas marcher. Merci. Merci. Donc la société Maison Haute souhaite mettre en place une capacité de stockage supplémentaire de 80 000 mètres cubes sur un 3e bâtiment. Et c'est donc pour cette activité qu'un dossier d'enregistrement est nécessaire. Ce niveau d'enregistrement est soumis à une consultation simplifiée du public. Ce dossier est en consultation du 1er au 31 mars inclus et un affichage est mis en place depuis le 12 février. L'avis du conseil municipal doit également être sollicité. L'évaluation de l'impact de cette nouvelle activité a été confiée à un bureau d'études. Aucun effet notable n'a été relevé sur l'environnement et la santé humaine, que ce soit sur les ressources, le milieu naturel, les risques, les nuisances, les déchets ou le patrimoine. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir émettre un avis favorable à cette demande d'enregistrement. Merci. Des questions? Madame Riamont. Juste une question, une précision. Est-ce que ce bâtiment est sprinklé? Compte tenu des stockages annoncés. Parce qu'on n'a pas le... Alors, le sprinklage est un système de canalisation d'eau au plafond qui permet, en cas d'incendie, de tout de suite arrêter déclencher donc un un arrosage. Il est dit qu'il est entre 2 bâtiments existants. Donc, du coup, il y a une proximité de bâtiments adjoints. Enfin, vous n'êtes pas obligé de me dire tout de suite, mais si on peut avoir la précision. Oui, alors je ne peux pas vous la donner ce soir parce que je n'ai pas regardé personnellement le dossier. Il me semble que ce serait l'idéal et souvent l'assureur le demande. Oui, Marie-Vonne. L'impact incendie a également été étudié. Après, je ne peux pas vous dire dans le détail, mais il a été étudié. Bien sûr, ça c'est certain. De quelle façon, après, sous quelle forme prend la protection, je n'en sais rien. Vraisemblablement, j'imagine qu'il l'est, parce que des bâtiments de cette nature construits aujourd'hui ont plutôt tendance à l'être, mais je ne peux pas vous le garantir, donc on va vérifier. Est-ce qu'on peut dire qu'on est d'accord? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être sous réserve de vérification de cet élément? Si vous voulez, tout est conforme par rapport aux prescriptions des pompiers, etc. Donc, je veux dire, on répond après. Ouais. Si on dit, sauf s'il n'est pas sprinklé, mais par contre qu'il y a un autre outil, on risque d'être amené à revenir. Donc, je pense que ça serait dommage. Rien n'empêche l'entreprise d'aller au-delà de la prescription, ça c'est le premier élément, y compris dans son intérêt. Hein. Oui. C'est plutôt chez elle que chez nous. C'est pas une entreprise non plus qui accumule des risques d'incendie. On est sur du stockage de matières qui sont généralement neutres. Mais bon. Enfin, température régulée et stockage d'inflammables, moi, il me semble que sprinklage, ça serait bien. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais on va vérifier, on vous donnera la réponse par mail. Quels sont les avis Pardon, Monsieur Besson. Oui, pareil, plutôt aussi une explication de vote pour les raisons qui viennent un peu d'être évoquées là. C'est-à-dire que visiblement, il y a des documents qui sont accessibles au public jusqu'au 30 mars, et donc il y a peut-être des avis du public qui auront lieu d'ici là. Donc aujourd'hui, on n'a pas connaissance. Donc peut-être, dans le calendrier, on se prononce un peu avant. Et en tout cas, nous là, avec cette délibération et avec les éléments qu'on a pu chercher dans les simplement quelques derniers jours, on n'a pas ni le temps ni la technicité suffisante pour vraiment évaluer
le bien fondé ou non de cette validation d'enregistrement au point de vue du conseil municipal. On va prendre cette position d'abstention en disant que vous, du côté de la majorité qui avait pu avoir accès aux services et aux dossiers, peut-être question pour vérifier les enjeux, vous voterez cette délibération. Mais nous, pour ne pas voter à l'aveugle, quelque part, on souhaite s'abstenir. Merci. Oui, ce que je veux aussi préciser, c'est que bien évidemment, quand le bâtiment est terminé, il y a une commission de sécurité qui passe. Donc, il ne peut pas être mis en service sans que les choses soient validées d'une manière en matière de sécurité. Là, on est sur un avis par rapport à ce qui est déposé. Et comme vous, moi, je n'ai pas la compétence pour juger si tout est conforme, mais par contre, nos services l'ont. Ils ont fait le travail et les élus qui ont été en charge de responsabilité le savent. Ils regardent les choses dans un détail complet. Et si le service, effectivement, nous dit nous proposons un avis favorable, ce qui est le cas, c'est que tout a été vu et est conforme à la réglementation. Je soumets donc à votre approbation les votes contre. Merci de vous exprimer. Les abstentions, levez la main. Nous avons donc 6 abstentions. Merci. Nous allons passer la parole à Madame Promalet, cette fois-ci pour un état des acquisitions et cessions réalisées au cours de l'année 2020. Oui, alors aujourd'hui, vous est présenté le bilan des acquisitions suite à préemption ou non et des cessions de biens réalisées par la ville de Roanne sur l'année 2020 pour l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie dans les différents quartiers de la ville, comme le prévoit l'article 2241.1 du Code général des collectivités territoriales. Vous retrouverez le détail des acquisitions et des cessions, que ce soit pour le bâti ou le non-bâti, dans les 2 annexes jointes au dossier. Les acquisitions ont donc concerné les secteurs du Faubourg Clermont, le secteur centre, le secteur port, le secteur Faubourg de Paris. Elles sont au nombre de 14 et représentent un montant de 2 779 112,27 €, frais de notaire inclus. En ce qui concerne les cessions bâties et non bâties, elles sont au nombre de 6 pour une recette de 771 697 €. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir examiner et approuver le bilan des acquisitions et cessions réalisées au cours de l'année 2020 et dire que ce bilan sera annexé au compte administratif 2020. Merci. Des questions ? Je soumets à votre approbation. Des votes contre, des abstentions. Nous passons au commerce et à l'artisanat avec Madame Redeuil pour nous parler d'une mise à jour du règlement d'attribution des aides à la rénovation des locaux des entreprises du commerce, de l'artisanat et du service. Oui, Monsieur le maire. Donc, dès qu'elle le peut, la ville de Roanne soutient le commerce et l'artisanat locaux. Ainsi, lors du conseil municipal du 17 décembre 2020, une aide financière pour la rénovation des locaux des entreprises a été mise en place sur le périmètre de l'ORT. Par rapport au programme Action Cœur de Ville. Cette aide fait levier avec le dispositif régional Financer mon investissement commerce et artisanat. Ainsi, pour faire suite à la commission permanente du Conseil régional du 22 janvier dernier, il est proposé de mettre à jour le règlement applicable sur Roanne et ainsi simplifier le processus de demande de subvention. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir examiner et approuver la mise à jour du règlement à l'aide communale et dire que les dépenses seront inscrites au budget correspondant. Merci. Donc une simplification apportée. Pas d'opposition ? Merci. En matière de culture, M. Banchet va nous parler d'un nu. Couché. Comme vous le savez, notre musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Joseph Deschlette possède une collection importante d'œuvres de Jean Puy. Et je vous rappelle d'ailleurs notre exposition en cours, même si c'est actuellement restriction sanitaire ne nous permet pas d'en faire profiter notre public. Ainsi, depuis 2008, le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne a déposé au musée Deschlette une huile sur toile de Jean Puy intitulée « Nu couché », qui nous permet de compléter notre collection. Or, ce tableau a été récupéré par le musée d'art moderne de Saint-Étienne dans le cadre de son exposition consacrée à Maurice Allemand, qui s'est déroulée de novembre 2019 à janvier 2021. Pour information, cette œuvre possède une valeur d'assurance de 40 000 €. Cette exposition stéphanoise étant terminée, notre musée a exprimé le souhait
de renouveler ce dépôt, ce qui a été accepté. Aussi, une nouvelle convention d'une durée de 5 ans a donc été rédigée à cette occasion. Il vous est donc demandé de bien vouloir examiner et approuver la convention à intervenir avec le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne pour le dépôt de l'œuvre nue couchée de Jean Puy, sollicité par le musée Joseph Deschlette. Merci. Des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. Après la culture, l'éducation et la jeunesse, Madame Lapalus va nous parler d'une convention avec le département de la Loire, Sésame et la Nef pour les chantiers éducatifs de l'année 2021. Oui, Monsieur le maire, merci. Depuis plusieurs années, la ville de Roanne consacre une enveloppe spécifique par le biais des chantiers éducatifs en direction des jeunes de 16 à 25 ans, confrontés à des difficultés d'insertion sociale. Le département est à l'origine de ce dispositif qui vise à accueillir des jeunes au sein des services municipaux pour une durée de 100 heures chacun avec une rémunération sur la base du SMIC horaire et dont l'objectif n'est pas de concurrencer le monde du travail. Au niveau de la ville de Roanne, un certain nombre de services est identifié pour accueillir ces jeunes, dont les serres municipales, les espaces verts, le centre jeunesse Pierre Bérigauvois. Nous collaborons avec l'association Sésame et la Nef pour la mise en œuvre de ces chantiers éducatifs. Pour rappel, en 2020, 26 jeunes ont effectué 1600 heures de chantier. Pour ce dispositif, le département de la Loire participe à hauteur de 50% du coût global et la ville complète le coût de cette action. Il vous est donc demandé de bien vouloir examiner et approuver la convention à intervenir avec le département de la Loire, l'association Sésame et la Nef pour la mise en œuvre des chantiers éducatifs 2021 à hauteur de 1550 heures pour l'année. Merci. Des questions? Madame Chevillard. Oui, peut-être une précision. Il est notifié qu'en 2020, donc c'était 1600 heures qui ont été réalisées. Et pourquoi on diminue à 1550 sur 2021? C'est un problème de financement, voilà. Qu'est-ce qui explique ces 50 heures en moins? Non, pas du tout. C'est le département qui a fait une répartition différente puisqu'il y a d'autres communes qui en ont fait la demande et ils ont réparti, suivant le nombre de communes, le nombre d'heures. Merci. Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci. Nous passons aux ressources humaines. Des mandats spéciaux pour Madame Fénoux. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, je dois vous présenter les mandats spéciaux pour les deux élus suivants, donc messieurs Yves Nicolin et Lucien Murzi. Donc, en fait, il s'agit de déplacements effectués par les élus à titre exceptionnel dans l'intérêt de la ville de Roanne. Donc, nous devons rendre compte, comme vous le savez, au conseil municipal de ces déplacements. Donc, vous avez d'ailleurs le détail dans le projet de délibération. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délivrer le mandat spécial aux élus suivants, d'accorder aux précités le remboursement de leurs frais forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'État, dire que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur présentation de justificatifs et dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général. Merci. Merci. Des questions? Oui, Madame Dumoulin et Monsieur Gerbeau. Oh, j'ai vraiment une question très simple. Vous avez rencontré le directeur d'une entreprise qui s'appelle Fimalac Entertainment, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est le plus gros opérateur propriétaire de théâtre privé de France. Ça fait partie du groupe de la Charrière. Monsieur Gerbeau? Oui, donc vous avez donc vu Monsieur Aurélien Binder. Alors, qui est directeur de Fimalac Divertissement Entertainment. Alors attendez, je vais vous dire, c'était le 10 février. Monsieur Binder, c'est ça. C'est ça, Aurélien Binder. Oui. Donc nous, en fait, nous avons une question. Vous n'avez pas vu Monsieur le PDG, Monsieur Ladret de la Charrière? Non. Non. Hein, bon. Donc nous, on a une question. En fait,
c'est est-ce que... donc je présume que vous n'êtes pas allé le voir simplement pour lui serrer la main, c'est évident. Et non, surtout qu'on ne pouvait pas en période Covid, c'était pas possible. Non, pas possible en plus. Donc je présume que vous avez eu un entretien avec ce directeur. Et nous vous demandons donc quel était en fait le pourquoi donc de cet entretien, de quoi vous avez parlé, par exemple peut-être un projet futur, par exemple sur Roanne ou sur l'agglomération, une salle de spectacle en plus, des artistes peut-être également à faire venir sur Roanne, chanteurs, humoristes, etc. On a parlé un peu de tout ça. Oui. On a parlé culture, on a parlé reprise, on a parlé difficultés du monde du spectacle. Oui. Effectivement, il gère des théâtres, il gère des salles, il gère des festivals. Oui, ainsi d'ailleurs que des salles d'ailleurs du groupe Barrière également. Oui. Une vingtaine. C'est possible. Dans le pays, notamment à J'aurais dû Toulouse. vous emmener, dites donc. Oui, j'aurais bien aimé. Ah, je ne savais pas que vous aviez des connaissances dans ce domaine, monsieur Gerbeau. Eh bien, voyez-vous, on s'intéresse à tout quand on est en politique. Ah non, j'ai cru que vous étiez dans une autre vie un intermittent du spectacle. Non, pas du tout, j'en ai connu par contre, oui. C'est vrai. Ah ça, je ne veux pas rentrer dans votre vie privée. Bon. Donc oui, sinon, est-ce qu'il y avait effectivement un projet de votre part Non, rien de particulier. C'était un échange comme je le fais régulièrement, donc sur les sujets de la culture en cette période un peu compliquée. Et vous savez que nous avons un théâtre, nous avons un scarabée, et qu'au moment où ça va reprendre, il va falloir que ça reprenne. Oui, donc vous avez échangé avec cette personne, parce que vous n'êtes pas allé là-bas simplement pour aller manger au bistrot, ou je ne sais pas, non? Ah non, on n'a pas... Ah non, non. D'accord. En plus, je me rappelle ce jour-là, il neigeait, il faisait un froid de gueux. Oui. Et le 10... Alors attendez, je retrouve mon agenda. Le 10, vous voyez, le rendez-vous avait lieu à 11h30. Et après, j'avais un autre rendez-vous à 12h30, etc. Enfin, franchement, on ne s'est pas attardé. Hein. Comment ? On a eu droit, je peux vous dire que j'ai eu droit à un café avec un demi-sucre. Oui. Enfin, vous n'avez pas simplement été le voir pour simplement parler de culture sans plus, quoi, si ? Vous auriez aimé être mouche pour entendre. Un peu bon, c'est bon, j'arrête là, c'est bon. Ça va. Vous savez, dans la vie d'élu, il est important d'entretenir ses réseaux de façon à pouvoir ultérieurement, le jour venu, lorsqu'on a un besoin, eh bien, se dire, voilà, j'ai besoin de vous, ça serait bien que vous fassiez ceci à Roanne. Alors, il ne s'agit pas de rendre des services, parce que vous savez que aujourd'hui, ça peut être puni par la loi, même les services qu'on ne rend pas d'ailleurs. Donc, mais par contre, c'est important d'effectivement entretenir son réseau. Et la culture fait partie de cela, et je pense que nous aurons besoin, au moment où ça va reprendre, eh bien, d'avoir des relations avec ces personnes-là, pas seulement. Vous savez, je suis allé voir aussi la ministre de la Culture il y a quelques mois, et c'était également très intéressant, et je lui ai présenté les projets de la ville en matière de nos projets au niveau du musée, etc., au niveau du conservatoire, enfin, ce que nous engagions. Et ainsi, nous sommes mieux identifiés par ces opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Et le jour venu, lorsqu'on a besoin de faire venir un spectacle, un festival ou une animation particulière, eh ben, on n'est pas inconnu auprès de ces personnes et du coup, ça passe mieux. Voilà. Mais bon, un jour, on en reparlera. Je vous emmènerai peut-être. Je vous en remercie d'avance au cas où. Bien. Après, vous pouvez poser la question à M. Murzi. Qu'est-ce qu'il est allé faire le 23 novembre à Saint-Étienne pour la commission de conciliation d'urbanisme du schéma territorial? Et je pense qu'il va se faire un plaisir de vous expliquer. M. Murzi. Eh bien, écoutez, je n'ai pas du tout mangé. Je n'ai pas eu droit à un café et on a parlé urbanisme tout le long. On a parlé du schéma directeur, on a parlé des contentieux, voilà, on a parlé de tas de choses, mais je n'ai pas eu droit, moi, au petit café ou au demi-sucre, monsieur le maire. Bien. Donc, je soumets donc à votre approbation ces mandats spéciaux qui permettent donc de prendre en charge les billets de train. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Mais ceci étant, Monsieur Gerbeau, j'ai une phrase en tête, et réfléchissez-y. Certains disent « voir, c'est croire ».
On peut aller voir des gens pour la culture et ainsi peut-être croire en son espérance, en son redémarrage. Pardonnez-moi. Alors, Monsieur Nouiba, parlez-nous des centres sociaux. Non? Si. On dit aussi croire, c'est voir. Ouais, c'est. Ouais. Allez savoir. Ah, ça fait méditer. De C'est quoi bon, parlions-nous? on continue ou vous voulez que... Un petit cours sur voir ou croire ou voir. Allez, parlons des centres sociaux, de la convention d'objectifs et de financement. Ouais. Les centres sociaux, souvenez-vous, il y a un mois, jour pour jour, nous votions à l'unanimité, nous approuvions, les conventions d'objectifs et de financement. Et j'avais à ce moment-là expliqué ce que c'était, donc je ne vais pas refaire ce petit exercice. Juste dans la même veine, 2 nouveaux centres sociaux doivent pouvoir signer ces conventions. Ce sont les centres sociaux, je me suis perdu, Condorcet et Moulin à Vent, car nous avions signé avec Marceau-Mulsan, Bourgogne, Livat et Servet. Et si nous devions, s'il fallait attendre ce temps pour les 2 centres sociaux, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore présenté leurs projets sociaux. Ils l'ont fait pendant ce mois, donc nous pouvons dès aujourd'hui examiner et approuver les conventions d'objectifs et de financement à intervenir avec les centres sociaux Condorcet, Moulin à Vent pour la durée 2021-2024. Et bien sûr, d'autoriser le maire ou son représentant à les signer, ainsi que tous les avenants du même type pendant la durée de ces conventions. Alors vous savez que ces conventions, elles sont quand même très encadrées. Il y a le département, il y a l'agglo, il y a la caisse d'allocation familiale. Et donc c'est un travail donc très partagé. Des questions? Madame Chevillard. Oui, une question qui concerne le centre social Condorcet. Dans le cadre du financement, il est notifié que la CAF, que la CAF intervient à hauteur d'une subvention globale de 30 000 € qui n'est pas notifiée dans l'autre convention. Ça vient de quoi? Est-ce que c'est dans le, je sais pas, dans le cadre de la politique de la ville, puisque Condorcet, est-ce que c'est un plus? On l'a que d'un côté en fait. On l'a que sur une convention. Parce que, attendez, moi j'ai 4 conventions. Non, là j'ai Condorcet. C'est à la page 9 des conventions, c'est la caisse d'allocation familiale de la Loire. Donc en fait, il y a une ligne supplémentaire, en fait, le centre social de Condorcet. Ah oui, que vous ne retrouvez pas sur les autres. Oui, il est notifié une subvention globale de fonctionnement sur fonds propres dont le montant s'élèvera à 30 000 € pour l'année 2021, sous réserve de l'approbation par la CAF, la CNAF, plutôt. Alors, précisément, je ne peux pas vous dire ce dont il s'agit. Par contre, ce que je crois, c'est que comme Condorcet est un centre donc, en quartier prioritaire, il bénéficie d'un soutien complémentaire de la CAF. Après, pour quelle action? Ça, je ne saurais pas le dire, sauf si David Denis me donne une réponse d'ici la fin du conseil que je vous communiquerai. Mais sinon, nous vous transmettrons cette information par mail. Avez-vous d'autres questions? Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. En matière de sport, M. Guillermin, vous allez nous proposer de reconduire M. Passot comme représentant de la ville de Roanne à l'Andes. C'est bien ça. En effet, l'Andes est l'association nationale des élus en charge du sport. Cette association regroupe des collectivités locales et des EPCI. Le but étant de créer un réseau qui est composé aujourd'hui de 8000 adhérents, visant à resserrer les liens et renforcer les échanges entre les communes par l'intermédiaire de leurs élus en charge des sports. Donc c'est Gilles Passot qui participe activement à tous ces échanges. Cette association assure la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Elle donne une représentation collective de ses membres auprès de l'État, du mouvement sportif. Et elle constitue un organe de réflexion
qualitatif en matière de gestion, d'organisation des activités sportives. Donc, durant cette période de crise sanitaire, ces associations sportives ont été dans la difficulté, ce qui a permis d'avoir des échanges et des retours d'expérience entre ces élus. L'adhésion à cette association se calcule en fonction du nombre d'habitants. Donc, pour la ville de Roanne, cette adhésion s'élève à 464 € l'année, où on doit désigner un représentant auprès de l'ANDES. Donc, il vous est donc demandé de bien vouloir examiner et approuver l'adhésion de la ville de Roanne auprès de l'ANDES et désigner le représentant de la ville de Roanne. Voilà. Merci. Tout le monde est d'accord? Donc, Monsieur Passot, vous irez parler sport à l'ANDES. Comme moi, je suis allé parler culture avec Fimanac. Oui, donc ce n'est pas ma première expérience au sein de l'ANDES, mais effectivement, c'est l'association nationale des élus en charge des sports. Et effectivement, plus de 8000 communes sont représentées. Et c'est une force de proposition, de négociation, aussi bien auprès du ministère des Sports, mais aussi au niveau des fédérations et des ligues. Simplement pour vous rappeler un combat qu'on a mené et qu'on a réussi, puisqu'on a obtenu la vidange des piscines une seule fois par an, alors qu'auparavant c'était 2 fois. Et donc, effectivement, il y a un bénéfice pour la collectivité, et notamment aussi pour l'utilisation de la glu dans les gymnases pour la pratique du handball. Donc voilà, c'est ce genre un peu de problème que l'on règle, mais surtout ce qui est important, c'est ce réseau. Et je peux vous dire qu'aussi au niveau de la région rouennaise, beaucoup de communes commencent à adhérer à l'ANDES, parce que aussi on appuie les élus dans le statut d'élus et leurs responsabilités de tous les jours en tant qu'élus. Voilà. Merci. Tout le monde est d'accord? Pas d'opposition, pas d'abstention? Madame Riamon, une précision que je viens d'avoir pour le bâtiment maison haute, oui, sprinklage avec un réservoir de 500 mètres cubes, mais aussi poteau incendie en conformité avec les demandes du SDIS. Ainsi, lutte incendie externe et interne possible. En intercommunalité, Madame Petit, vous allez nous proposer de parler de la route des vins. Et oui. Puisque, après avoir levé la taxe Trump sur le vin français, on peut imaginer que Joe Biden risque de ne pas s'arrêter là. Et au cas où il aurait envie de venir faire un petit tour vers chez nous, goûter justement à l'un des meilleurs vins de France, à savoir notre vin de la côte rouennaise, alors il saura qu'une route dédiée pourra peut-être bientôt le recevoir. Plus sérieusement, et comme vous le savez peut-être déjà, la création d'une route des vins est l'un des projets touristiques importants proposés par Rouennais Agglomération. Mais bien évidemment, avant la phase de création, il y a donc un temps consacré à la concertation auprès des communes du territoire qu'il convient bien évidemment d'associer. Inutile de rappeler que Roanne a bien sûr un rôle important à jouer, ne serait-ce qu'historiquement, et par rapport à notre héritage, qui, je vous le rappelle, l'héritage gallo-romain, c'était cette période où Roanne transportait le vin par la Loire. C'est donc un projet, vous l'aurez compris, qui multiplie les intérêts, outre l'aspect environnemental. Je rappelle que le vin de la côte rouennaise est majoritairement bio, mais c'est un projet qui ne peut que nous assurer de retombées touristiques, événementielles et donc bien sûr économiques, puisque cette dynamique induira immanquablement le développement de la filière viticole. Il nous est donc demandé ce soir d'apporter bien évidemment notre soutien à ce projet intercommunal en désignant d'abord un interlocuteur unique et en nous engageant ensuite à nous concerter au sein de notre même conseil municipal afin de faire des propositions concrètes et nous engageons ceci avant le 1er mai. Merci. Et donc je vous propose donc de désigner pour nous représenter un titulaire qui ne peut être que notre Bacchus local, Jean-Jacques Banchet, avec comme suppléante donc Adina Loupou, donc si elle en est d'accord, et comme ça donc nous pourrons suivre avec intérêt
ce projet. Et puis, je voudrais en profiter aussi, puisque Jade a dit un petit mot sur l'exonération, enfin, la taxe Trump. Remercier les Rouennais qui ont eu l'humour de m'envoyer une petite carte imitant la carte de Joe Biden, me remerciant. C'était un clin d'œil qui était apprécié, mais bon, un peu grossier, mais on aurait pu se laisser prendre si on n'avait pas été attentif. Mais je pense que le vrai président saura répondre le moment venu. Je soumets à votre approbation donc cette désignation donc, de ces deux représentants. Avant cela, Madame Dumoulin. Oui, Monsieur le maire. Alors, permettez-moi d'accompagner cette route des vins quelques belles nourritures de notre territoire. Alors, rassurez-vous tout de suite, Monsieur le maire, je ne vais pas ce soir révéler une recette de brocoli parce que je suis bien sûre que votre malice et votre ironie pourraient s'en nourrir encore quelques belles années. Non, non, j'ai simplement... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le brocoli, évidemment, je suis disponible à la sortie pour vous expliquer l'allusion. Alors, par contre, je voudrais... Et donner la recette. Ah bah évidemment. Je voudrais simplement faire la promotion, si vous m'autorisez, de cet ouvrage qui a été publié par Vivre Bio en Rouennais. Alors, je crois qu'il suffit de tourner, d'être sur la 4e de couverture. Et si vous me permettez, même si je dépasse les 2 minutes, je sais que vous saurez exceptionnellement m'excuser. Alors, je vais simplement citer les auteurs. Cet ouvrage est le fruit d'une dynamique et d'une intelligence collective que nous avons cherché à mettre en pratique. Il a pour ambition de retracer des histoires de changements possibles pour l'avenir de notre société et de notre environnement. Il invite particulièrement à repenser notre alimentation par le menu et à travers nos recettes. Ce livre reflète la richesse des savoirs, savoir-faire, savoir-être partagés, le plaisir pris à travailler ensemble, l'enrichissement mutuel et les émotions suscitées à chaque rencontre. Une aventure à poursuivre avec vous. Alors pour finir mon propos, donc je remonte le livre, pour finir mon propos, permettez-moi d'évoquer le travail de Véronique Popinet, la photographe qui propose ces photos dans cet ouvrage. Je crois qu'elle a su une nouvelle fois nous redonner à voir la beauté des paysages qui nous entourent. Et puis surtout, comme elle le fait si bien, elle a su nous dire à nouveau l'enthousiasme des femmes et des hommes qui, par leur désir, par leur ambition collective, font vivre nos territoires et les rendent attractifs. Merci à vous. Madame Dumoulin, 1 minute 15. Je ne peux rien vous reprocher. Vous êtes parfaite dans l'exercice. J'ai reçu cet ouvrage, effectivement, vous savez que Rouen Agglomération est partenaire de Vivre Bio en Rouennais, que nous travaillons beaucoup avec eux. Et effectivement, ils ont fait un ouvrage avec des recettes donc, qui sont plus ou moins locales, mais intéressantes. Et par contre, je n'ai pas trouvé la recette du brocoli. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même d'autres recettes donc, avec de très bons légumes, y compris des légumes dits oubliés ou anciens. Bien, donc... Maintenant, nous pouvons, si vous le souhaitez, donc, délibérer sur la désignation donc, de notre Bacchus local, Jean-Jacques Banchet, et de Madame Loupou Adrioléanou. Je vais y arriver. Et ensuite, nous passerons aux affaires diverses. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Iacovella, vous avez souhaité prendre la parole en fin de conseil. Vous nous avez envoyé un petit mail à ce sujet. Nous vous écoutons. Oui, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs en vos grades et fonctions, Mesdames et Messieurs, mon intervention est motivée par l'étude démographique de l'INSEE sur la période 2013-2018, publiée en décembre et janvier dernier. Les articles très sommaires apparus dans la presse locale renforcent l'idée que la perte d'habitants initiée à Rouen depuis la fin des années 70 est devenue de plus en plus incompréhensible. Les mouvements de population d'une ville, les nouveaux arrivants, les partants, sont le cœur battant qui l'anime et qui écrit l'histoire de cette ville.
Nous devons veiller à ce que ce mouvement reste clair pour tous les Rouennais, éviter de l'enfermer dans une affaire de spécialistes et de ne pas laisser la fatalité installer le doute. Une telle mise à l'écart serait préjudiciable à la notion du corps citoyen de notre ville et des institutions qui le représentent. Les derniers chiffres de l'INSEE sont on ne peut plus clairs, pour ne citer que quelques villes de la région qui ont subi les mêmes effets: Oyonnax, Montluçon, Romans, Grenoble, Saint-Martin-d'Hères, Vienne, Villefontaine, Île-d'Abo, Saint-Chamond, le Chambon-Feugerolles, 7 arrondissements sur 9 de la ville de Lyon, Villeurbanne, Villefranche-sur-Saône, Caluire, Oullins, Chambéry, Moulins, Vichy. L'on pourrait égrener de la sorte un grand nombre d'autres cités dans l'ensemble du territoire national, car il s'agit d'une mutation historique sans précédent. La désindustrialisation, la transformation digitale, les parcours diplômants, la montée en compétences, l'employabilité sont parmi les virus qui ont transformé nos villes. Le dynamisme démographique s'est concentré au plus proche des grandes agglomérations. La population des couronnes urbaines a augmenté plus fortement que celle des villes-centres. Plus des 2/3 des entrants et des sortants du bassin de vie de Roanne arrivent ou partent hors de la Loire. Mais dans le même temps, ce bassin de vie de Roanne, bien que déficitaire, marque une progression dans l'accueil d'une population professionnelle de cadres, préfigurant ainsi un mouvement inédit et positif de mixité sociale. Agir n'est pas réduire la décroissance démographique à la seule bataille des solutions. Depuis le milieu des années 70, tous ceux qui nous ont précédés, ici, dans cette Assemblée, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'enrayer. À notre Assemblée, il revient de prendre l'initiative. Organisons un temps d'échange public sur cette mutation toujours en cours. Montrons les outils des politiques publiques qui ont été forgés jusqu'ici et ceux qui restent à inventer pour relever le défi. Initions une démarche pédagogique depuis les scolaires jusqu'aux aînés avec un matériel de communication adapté. En conclusion, en permettant aux Rouennais de se retrouver et d'échanger sereinement autour de la mutation historique de notre territoire, c'est un rôle inédit que nous donnerons au corps citoyen de la ville de Roanne pour construire notre avenir commun. Je vous remercie. Merci, M. Iacovella. On va analyser tout cela et regarder. Y a-t-il d'autres questions? Madame Riamont. Oui, une question assez simple pour vous, j'imagine, Monsieur le maire. Vous avez, vous avez donné un certain nombre d'informations dans la presse concernant l'avenir et les projets sur Foch-Sully. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ici, au sein du conseil municipal, en regrettant que peut-être ces informations, spontanément de votre part, n'aient pas été présentées comme vous avez souvent l'habitude de le faire en séquence d'information pour les membres du conseil municipal. Nous ne sommes pas au fait particulièrement de ce dossier et je vous en remercie par avance. Bien évidemment, l'information, quand elle sera plus concrète, sera transmise à chacun et chacune d'entre vous. Le constat est simple. Et d'abord, quand vous dites « nous avons appris par la presse », nous la rencontrons les uns et les autres à différentes occasions, et il fait partie de leurs attributions de poser des questions. Et lorsqu'on est quelqu'un de bien élevé, on répond. Et donc moi, quand on me pose une question sur un sujet, même si je n'avais pas forcément prévu d'en parler, je réponds avec les éléments d'information qui me paraissent donc utiles et de transmettre, et surtout de transmettre des éléments qui sont justes sans forcément aller trop loin dans le détail quand ces détails ne sont pas donc avérés. La situation est connue de tous. Nous avons aujourd'hui donc une crise sanitaire qui a refroidi certains investisseurs, notamment dans le domaine commercial. Et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les investisseurs commerciaux ont un bilan à faire concernant l'année 2020, et comme ils le font tous les ans. Et ils auront aussi un bilan à faire sur l'année 2021. Mais l'année 2020 sera effectivement certainement plus compliquée pour beaucoup d'enseignes nationales commerciales. Et par conséquent, aujourd'hui, il est apparu, ces derniers mois, il est apparu que les enseignes commerciales souhaitaient disposer de ce bilan qu'elles auront vraisemblablement à la fin du printemps,
pour pouvoir savoir dans quelle mesure elles vont pouvoir engager de nouveaux investissements. Jusqu'à cette date-là, il leur est difficile effectivement de s'engager. À côté de cela, nous voyons aussi que la crise a fait émerger des demandes et des besoins nouveaux, en particulier en matière de logement, où on se rend compte qu'aujourd'hui, si l'on veut, et c'est notre objectif, faire revenir des gens habités en ville, eh bien, nous ne pouvons plus nous contenter de faire des logements de qualité pour tous les budgets, mais nous devons aussi aller plus loin, et en particulier, il y a une exigence quasiment aujourd'hui sur des logements, non plus avec balcon, mais avec terrasse. Il faut revoir donc les programmes et les permis de construire qui avaient été délivrés sur le projet Foch-Sulien à l'aune donc de cette nouvelle attente. Ça serait dommage de lancer la construction de logements qui ne correspondraient plus aux attentes des gens, même si cette attente donc a évolué en quelques mois, mais c'est une évolution qui nous paraît donc d'abord justifiée et ensuite durable. Bon. À côté de cela, nous avons aussi, bien évidemment, l'un des points d'achoppement que nous avions lors du précédent projet Foch-Sully 1 résidait dans des coûts donc de fondation compte tenu donc des descentes de charges au-dessus du parking qui donnaient un coût très important au parking et on voyait bien que les investisseurs qui devaient acheter des droits à construire étaient extrêmement réticents à payer ces coûts donc, de descente de charges et de surcoût donc, du parking qui est pourtant indispensable donc, à leur construction. Ainsi, nous avons donc essayé de renverser les choses et de se dire la solution n'est-elle pas dans un parking qui soit moins coûteux qu'un parking souterrain et par conséquent un parking en élévation à la condition, j'insiste là-dessus, que si nous devions faire un parking en élévation, celui-ci soit un parking particulièrement esthétique, voire architecturalement marquant positivement pour la ville. Nous avons aussi des constantes, c'est-à-dire que la résidence senior donc, nous est confirmée par les différents opérateurs comme une nécessité sur ce projet. Par contre, il est apparu assez vite que le secteur de l'hôtellerie étant en grande difficulté, là encore, à cause de la crise sanitaire, il devenait de plus en plus compliqué, alors que déjà ce n'était pas facile, de mobiliser un investisseur, un exploitant sur ce type d'activité, donc l'hôtellerie. Et par conséquent, nous nous sommes dit, laissons peut-être un petit peu de temps, sans pour autant décaler dans le temps le projet, et peut-être ne pas lancer le projet avec tout de suite un hôtel et peut-être se garder la place, l'emplacement, donc pour un projet futur, mais qui nous permette quand même de continuer à avancer sur le reste. Tout cela, donc, avec une surface aussi commerciale, compte tenu de ce que je vous ai dit précédemment, qui pourrait être aussi plus modulable. On était parti sur 10-12 000 mètres carrés, et aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe et de la crise sanitaire, peut-être proposer, on verra s'il y a une demande supplémentaire, eh bien, nous irons peut-être un petit peu plus loin, mais être plutôt aux alentours de 8 000, 9 000 mètres carrés donc de surface commerciale. À partir du moment où vous reconsidérez donc ces besoins, les permis de construire et les investisseurs qui étaient partants sur ce projet, eh bien, sont à revoir. Et on ne peut pas conserver un permis de construire qui remettrait profondément en cause, donc, qui serait remis profondément en cause par un projet donc, nouveau. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes entendus avec la CERL pour que la CEMOP lance une réflexion avec un cahier des charges qui soit amendé et lance une consultation pour retenir 3 maîtres d'œuvre, 3 nouveaux architectes. Et c'est ce que la CEMOP a décidé de lancer, une consultation pour retenir 3 architectes. Ça sera fait à la fin du mois de mars. Ces 3 équipes d'architectes auront jusqu'au mois de juillet pour plancher sur un projet bis. Et une fois que nous aurons effectivement donc retenu ces 3 architectes, que nous les aurons rencontrés, nous aurons discuté avec eux sur ce que nous voulons sur ce projet, ils vont se mettre au travail et rendront leur copie donc avant l'été. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que nous pourrons présenter le projet Foch-Sully 2. À côté de cela, nous avons aussi donc, souhaité revoir un petit peu l'orientation capitalistique donc, de la CEMOP, puisque vous savez que la CEMOP, c'est un tiers d'investisseurs, un tiers
donc de la Caisse des dépôts et consignations, et un tiers, donc la ville de Roanne. Et là encore, nous avions donc des investisseurs qui, compte tenu de la crispation amenée par la crise, devenaient, face à une collectivité comme nous, pour certains, je dis bien pour certains, pas pour tous, plus exigeants en matière notamment de prise en charge par la ville de certaines choses, de TRI, qui est donc le taux de rendement donc de leur investissement. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc nous avons commencé à rediscuter avec ceux qui voulaient bien rediscuter, et ceux qui ne veulent pas rediscuter, nous les remplacerons par d'autres investisseurs. Voilà un petit peu où nous en sommes. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous donner plus d'éléments que cela, et ce sont les éléments que j'ai donnés à la presse. Simplement, nous attendons maintenant, donc fin mars, pour savoir quelles sont les 3 équipes qui seront choisies, retenues pour pouvoir travailler sur le projet et nous remettre des esquisses et un projet qui soit abouti. Ensuite, nous choisirons effectivement l'un des 3 projets, donc comme nous l'avions fait à l'époque pour le premier projet. Ai-je répondu à vos interrogations, Madame Ayamon? Merci pour ces précisions qui sont toujours utiles et actualisées en plus. Avez-vous une idée des conséquences financières de ces choix futurs? Alors, je n'ai pas d'idée sur les conséquences financières en centaines de milliers ou en millions d'euros, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elles seront positives pour la ville, puisque à partir du moment, en particulier, où vous avez un parking qui ne sera plus souterrain mais en élévation, les coûts sont globalement, attention à ce que je prends des précautions oratoires, plus nous sommes filmés, la presse est présente, mais je veux dire, nous sommes sur des tarifs habituels qui sont beaucoup moins élevés pour un tarif en élévation qu'un parking, au contraire, en souterrain. Et comme je rappelle que nous, la ville, nous finançons quoi? Nous finançons le parking public et les espaces publics. Bon. Les espaces publics, ils vont rester grosso modo les mêmes en termes de surface. Il y aura peut-être même davantage, c'est en tout cas ce que nous souhaitons, davantage d'espaces verts. Bon. Mais là, on est sur des ratios au mètre carré. Par contre, la grosse différence, elle va se jouer sur le coût du parking et donc au bénéfice de la ville. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Eh bien, s'il n'y en a pas, il est 19h37, je vais lever la séance. La prochaine séance aura lieu le 8 avril. Merci.